Allô? Allô, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être présent aujourd'hui parmi nous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette initiative organisée en collaboration avec le club éthique de l'École nationale supérieure d'informatique ESI et dans laquelle Monsieur Karim Labsi, consultant senior en sécurité des technologies de l'information chez Forvis Mazars, aura l'occasion d'aborder la protection des données à caractère personnel en Algérie, en présentant les différents aspects de la loi 1807 et son application pratique dans les entreprises et projets IT. Cette session s'inscrit dans une série de masterclass qu'on organise dans le cadre d'un projet communautaire, exploitant entre autres les services du cloud computing. Je laisse la parole à notre responsable technique chez RDSI, M. Adam Ben Brahim, pour vous exposer brièvement le périmètre de ce projet. Alors, le périmètre de ce projet qui est stagedz.com, ça sera une base de tous les stages d'une manière communautaire. Donc, ça sera un projet open source sur le cloud qui va exploiter des services cloud où RDSI, les entreprises partenaires de RDSI, l'ensemble des entreprises de l'IT et plus tard d'autres entreprises des autres secteurs déposeront les offres de stage et les demandeurs de stage pourront faire des demandes de stage. Donc, ça sera les étudiants, ça sera en même temps, ils pourront mettre à jour leur disponibilité. En même temps, ça sera une base de connaissances avec tous les maîtres de stage, tous les contacts. Donc, ça sera un projet communautaire qui va résoudre une problématique en Algérie qui est la recherche de stage. Et dans ce contexte, Stage DZ, en tant que projet communautaire, aura besoin de, euh, d'être conforme à la loi, c'est-à-dire vu qu'on va stocker des CV, vu qu'on va stocker des données, donc tel est le but. Donc, ce sera un cas pratique. Euh, je laisse la parole donc à M. Karim Labsi, qui va nous présenter les différents aspects de la loi 1807 et nous suivrons avec une série de questions-réponses avec tous les participants. Donc, voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le club éthique ainsi que l'entreprise RDCI pour l'organisation de cet événement, ainsi que pour l'encadrement de ce projet communautaire qui vise à offrir une plateforme de recherche de stage pour l'ensemble des étudiants algériens. Et l'innovation va être qu'il est open source à l'ensemble de la communauté dev algérienne. Aujourd'hui, le but de cette formation est d'analyser l'impact de la loi 1807 sur notre cas présent, qui est le projet communautaire de la plateforme de stage. Je vais commencer par présenter notre support de formation rapidement. Bon, tout d'abord, le sommaire de notre formation, il est composé en 5 sections. Une introduction et définition sur les notions de base liées à la protection des données à caractère personnel. Ensuite, pourquoi doit-on protéger les données à caractère personnel? Une troisième section qui porte sur la protection des données à caractère personnel à travers le monde. Puis une introduction à la loi 1807 et la relation entre la loi 1807 et le cloud computing, son impact. On va commencer par la définition de la donnée à caractère personnel. C'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable si après dénommée personne concernée est réputée être une personne physique identifiable. Une personne physique qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Ça va de la simple photo, le numéro de la carte bancaire, les données biométriques, la géolocalisation ou bien son adresse IP. Les données à caractère personnel dites de type sensible, c'est des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, convictions religieuses, philosophiques ou appartenances syndicales, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques, des données concernant la santé. Le traitement des données à caractère personnel, c'est toute opération, tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés appliqués à des données ou à des ensembles de données à caractère personnel, tels que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation, la modification, l'extraction, la simple consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion
ainsi que le verrouillage, le cryptage, l'effacement ou la destruction. La communication électronique est dite toute émission, transmission ou réception de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, de données ou de renseignements de toute nature par fil, voie optique ou électromagnétique. L'interconnexion, c'est tout mécanisme de connexion consistant en la mise en relation des données traitées pour une finalité déterminée avec d'autres données traitées pour des finalités identiques ou ou par le même responsable du traitement, par un ou plusieurs autres responsables de traitement. Donc, gardons en tête, Karim, oui. pardon, est-ce que tu pourrais mettre juste le mode diaporama? Ah, d'accord. Voilà, merci. Le prochain est de passer à l'un des acteurs de ce domaine-là et le responsable de traitement. C'est toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou toute autre entité qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités, les moyens du traitement de données. Les personnes concernées par les données personnelles, ça peut être un client, un prospect, un représentant d'entreprise, un collaborateur, un fournisseur ou un apporteur d'affaires, de façon générale. Le Je pense, sous-traitant, Karim, je oui. pense que la présentation s'est arrêtée Ah, pour ma part. bon, Est-ce que tu pourrais mettre le mode lecture, celui qui est à gauche de diaporama, juste une minute. celui qui ressemble à un livre? Voilà, ça, c'est beaucoup mieux. C'est bon. C'est beaucoup mieux. D'accord. Je Parfait. reprends. Parfait. Le responsable de traitement, c'est toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou toute autre entité qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités, les moyens du traitement de données. Les personnes concernées, comme ça a été mentionné, c'est les clients, les prospects, représentants d'entreprises, collaborateurs, fournisseurs ou apporteurs d'affaires. Les sous-traitants, c'est toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou toute autre entité qui traite les données à caractère personnel pour le compte du responsable de traitement. On va parler de deux aspects très importants qui sont l'anonymisation et la pseudonymisation des données à caractère personnel. Ce qu'on entend par la pseudonymisation, c'est le traitement des données à caractère personnel de telle façon à ce que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée, précise, sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable. L'anonymisation, c'est le traitement des données dans le but de prévenir de manière irrévocable l'identification de la personne qui est reliée. La différence majeure est que l'anonymisation n'est pas réversible, tandis que la pseudonymisation est réversible. Le consentement de la personne concernée, c'est toute manifestation de volonté en connaissance de cause par laquelle la personne concernée ou son représentant légal accepte que ses données personnelles fassent l'objet d'un traitement manuel ou électronique. On est en train d'accorder le cas le plus parlant de consentement et lorsqu'on nous créons des comptes sur les réseaux sociaux, les conditions d'utilisation, si on est un peu attentif et qu'on lit les petites lignes qui sont indiquées, on va trouver que nous accordons notre consentement pour que Facebook ou autre traite nos données à caractère personnel. Maintenant, pourquoi on doit protéger les données à caractère personnel? De façon générale, les données sont sujets à des menaces, que ce soit le piratage informatique, le vol ou perte de données, l'utilisation abusive des données, le hameçonnage et les erreurs humaines qui peuvent être qui peuvent arriver lorsqu'on va traiter nos données. Le piratage informatique, c'est s'introduire sur les systèmes informatiques pour voler les données à caractère personnel et les utiliser à des fins malveillantes. Tandis que la vol ou la perte va, par exemple, être si un ordinateur portable, que ce soit professionnel ou personnel, qui contient des données sensibles est volé. Ces données pourraient tomber entre de mauvaises mains. L'utilisation abusive des données, et lorsque, par exemple, une entreprise utilise ces données de ses clients pour leur envoyer des publicités non sollicitées, cela pourrait être considéré comme une utilisation abusive ou un autre cas qui est le profilage. Certaines entreprises peuvent utiliser nos données pour établir des campagnes de profilage servant à des multiples fins. Une technique utilisée est le hameçonnage. C'est une technique utilisée par les cybercriminels pour obtenir les données à caractère personnel en faisant passer pour une autre personne ou une entreprise légitime. Les utilisateurs sont trompés en fournissant ces informations confidentielles, telles que les identifiants de connexion, des numéros de carte de crédit. Le nerf de la guerre pour cette attaque est que l'attaquant va utiliser des données à caractère personnel, telles que le nom, le prénom de votre employeur, pour se faire passer en tant que lui et vous transmettre des liens malveillants.
Les erreurs humaines peuvent également entraîner une dégradation des données à caractère personnel. Par exemple, si un employé pourrait accidentellement envoyer un email avec des données sensibles à une personne non autorisée. Les menaces, les cas les plus critiques qui sont arrivés durant cette dernière décennie a été par exemple que la Banque centrale du Bangladesh a été victime d'une attaque compromettant les identifiants SWIFT. La perte a été estimée à 80 millions de dollars. L'attaque Karb Torjan, affectant plus de 100 banques à travers le monde, une perte de 1 milliard de dollars. Des banques en Russie et aux États-Unis ont été victimes des attaques de malware appelées sans fichier, visant les ATMS, en profilant des CCTV non sécurisés. Les malwares ZBot, RTM, Emot ont été utilisés dans des attaques sur la grande majorité des utilisateurs, en Russie, Chine, États-Unis. Et dernièrement, on a constaté une hausse de plus de 238%, dont 238% des cyberattaques contre les banques en raison de la pandémie de coronavirus. Les attaques de rançon logiciel contre le secteur financier ont augmenté d'environ 9 fois entre le début février à la fin d'avril 2020. Maintenant, la protection des données à caractère personnel à travers le monde. L'Algérie n'a fait qu'emboîter ce qu'a fait tant de pays avant nous. On peut prendre exemple sur certains pays les plus marquants, ça a été le Canada, qui a une loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, la PRPE, est une loi fédérale canadienne encadrant le traitement des renseignements personnels entrée en application en l'an 2000. Le Privacy Act en 1988 est la principale réglementation en matière de protection des données à caractère personnel en Russie. La réglementation générale sur la protection des données à caractère personnel, dite la RGPD, un règlement européen consacré à la protection des données personnelles, entré en application en 2018. Tandis que les États-Unis ont des lois fédérales. Les plus importantes est la loi Graham-Leach-Pillay et le Healthy Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA, qui concerne principalement les données à caractère personnel liées à la santé. C'est une loi liée à l'État de Californie. Ensuite, ils ont mis en place un bouclier de protection des données Union européenne et États-Unis et un accord dans le domaine du droit de la protection des données à caractère personnel entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est à la suite de ce bouclier-là que l'Union européenne a décidé de mettre en place la RGPD. Les enjeux de la protection des données à caractère personnel en Algérie. On a constaté ces dernières années un développement des technologies, que ce soit la numérisation des administrations, le e-paiement, créant de nouveaux types de menaces pour la vie privée des citoyens. Compte tenu de la croissance exponentielle des moyens informatiques de collecte et de traitement mondialisé des informations telles que le cloud au cours de la décennie passée. Le but maintenant est de tenter de donner à l'individu un contrôle sur la collecte et l'exploitation de ses données personnelles et tout l'enjeu de la protection des personnes. Mondialement, les brèches et les fuites ont connu une hausse spectaculaire durant la décennie passée. Maintenant, on va passer à l'étude de notre loi algérienne 1807. Tout d'abord, la loi elle a été publiée le 10 juin 2018 au niveau du journal officiel numéro 34 qui est en libre consultation. Ensuite, l'objectif de la loi est de fixer les règles sur la protection des données des personnes physiques lors du traitement de leurs données à caractère personnel et de définir un cadre légal garantissant le respect de leur vie privée. Le contenu de la loi, elle est composé de 7 grandes sections et de 76 articles. Les sections commencent par des dispositions générales, les principes fondamentaux de protection de données à caractère personnel, des définitions principalement, une présentation sur l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel, la NPDP, les droits des personnes concernées, des dispositions administratives et pénales et le transfert des données vers un pays étranger. Nous allons maintenant passer en détail sur ces sections-là. La première section vise à définir les principaux termes liés au domaine de la protection de données à caractère personnel et l'objectif derrière. Premier article a pour objet de fixer les règles de protection de données des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. Second article, c'est le traitement des données à caractère personnel, quelle qu'en soit son origine, sa forme, doit se faire dans le cadre du respect de la dignité, de la vie privée, des libertés publiques et ne doit pas porter atteinte aux droits des personnes, à leur honneur ou à leur réputation. Cela vise à donner un contexte ou un cadre bien formel au traitement qu'on réalise. Les différentes définitions, c'est un rappel des définitions que nous avons déjà vues
sur le contexte des données à caractère personnel, la protection de la vie privée. On a les données à caractère personnel, les personnes concernées. Ça va être toute personne physique dont les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement. Le traitement des données à caractère personnel, c'est toute opération, tout ensemble d'opérations effectuées à l'aide de moyens automatisés ou non et appliquées à des données à caractère personnel telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation. Le consentement de la personne concernée, c'est toute manifestation de volonté en connaissance de cause par laquelle la personne concernée ou son représentant légal accepte que ces données personnelles faisant l'objet d'un traitement manuel ou électronique. Le consentement, il peut être récolté d'une façon électronique via un petit formulaire et une case à cocher qui a été maintenant très répandue à travers différents sites, que ce soit en Algérie ou bien à l'international. La définition d'un traitement automatisé, c'est une opération effectuée en totalité ou en partie à l'aide des procédés automatisés tels que l'enregistrement des données, l'application à ces données d'opérations logiques ou arithmétiques, leur modification, l'effacement, l'extraction ou diffusion. C'est des traitements qui sont réalisés via un moyen informatique, soit les applications, soit les données sensibles, les données à caractère sensible qui révèlent l'origine raciale, ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale de la personne concernée ou qui sont relatives à sa santé, y compris les données génétiques. D'autres concepts qui ont été définis, c'est le contenu illicite, c'est tout contenu contraire aux lois en vigueur, notamment le contenu à caractère subversif ou pouvant porter atteinte à l'ordre public et le contenu à caractère pornographique ou au contraire aux bonnes mœurs. Les données génétiques, c'est toute donnée génétique concernant les caractères héréditaires d'un individu ou d'un groupe d'individus apparentés. Les données dans le domaine de la santé, c'est toute information concernant l'état physique ou mental de la personne concernée, y compris ses données génétiques. Les fichiers, c'est tout ensemble de données structurées, regroupées, susceptibles d'être consultées selon des critères déterminés. La communication électronique, c'est toute émission, transmission ou réception de signaux écrits, d'images, de sons, de données, de renseignements, toute autre nature par fil, voie optique ou électromagnétique. Le responsable de traitement, c'est une personne physique ou morale, publique ou privée, toute autre entité qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement. Un sous-traitant, c'est toute personne physique ou morale ou publique ou toute autre entité qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. Un tiers, c'est toute personne physique ou morale, publique ou privée ou toute autre entité que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant ou les personnes qui placées sous l'autorité directe du responsable du traitement du sous-traitant sont habilitées à traiter les données. Les destinataires, c'est des personnes physiques ou morales, autorités publiques, services ou toute autre entité qui reçoit une communication des données à caractère personnel. Session ou communication, c'est toute divulgation ou communication d'une donnée apportée à la connaissance d'une personne autre que la personne concernée. L'interconnexion, c'est l'ensemble des mécanismes qui consistent à mettre en relation des données traitées pour la même finalité avec d'autres données, soit par la même personne, le même responsable, ou bien par plusieurs responsables. L'autorité, c'est l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel prévue à la présente loi. C'est l'organe régulateur qui veille à l'application et au respect de la loi. Le fournisseur de services, c'est toute entité publique ou privée qui offre aux utilisateurs des services la possibilité de communiquer au moyen d'un système informatique ou d'un système de télécommunication, ou toute autre entité traitant ou stockant des données informatiques pour ce service de communication ou les utilisateurs. La prospection directe, c'est toute sollicitation effectuée au moyen de l'envoi d'un message, quel qu'en soit le support, la nature, le destinataire, directement ou indirectement des biens, des services. La fermeture des données, c'est le fait de les rendre inaccessibles, peu importe le moyen. Ensuite, les principes fondamentaux de la protection de données à caractère personnel consistent à la loyauté, la laïcité et la transparence. Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente. La finalité, c'est les données à caractère personnel ne peuvent pas être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, ne pouvant pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités-là. On définit une finalité, on procède à la collecte et au traitement des données. Et on ne peut pas utiliser ces données-là pour une autre finalité que la première. La pertinence et la non-exclusivité, les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. On ne va pas collecter plus de données dont on a besoin.
on ne parle pas de la granularité, ne va pas par le nombre d'occurrences, le nombre de personnes, mais plutôt par le nombre de catégories de données. On a besoin juste du nom et du prénom de la personne, des personnes. On ne va pas collecter en plus leur date de naissance, par exemple. L'exactitude, c'est que les données à caractère personnel doivent être exactes, tenues à jour, si nécessaire, corrigées. Sur la même continuité, on va collecter des noms et des prénoms. On doit veiller à ce que ces données-là, elles soient exactes. Du moment qu'on les a collectées, ça devient de notre responsabilité de veiller à leur exactitude, la conservation des données. Elles ne peuvent pas être conservées que pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. On les a collectées dans le cadre par exemple, je vais dire un exemple, on a créé une campagne publicitaire ou bien durant un événement, on a organisé un événement, on a collecté des données, des inscriptions, on a fourni les badges. Dès la fin de l'événement, on devra supprimer l'ensemble des données. La sécurité des données, on doit veiller à ce que les données soient traitées de manière sécurisée, y compris leur protection contre le traitement non autorisé ou illicite, contre leur perte, la destruction ou endommagement accidentel, à l'aide des mesures techniques ou organisationnelles appropriées. La responsabilité, le responsable du traitement et le responsable de la conformité avec les principes fondamentaux de protection de données à caractère personnel, le consentement, c'est le traitement des données à caractère personnel est soumis au consentement libre, spécifique, éclairé et univoque de la personne concernée. Ces principes garantissent le respect des droits des personnes concernées tels que le droit à la vie privée, le droit au contrôle de leurs données personnelles. Ils permettent également d'assurer une protection appropriée des données personnelles et de minimiser les risques de violation et de perte de ces données-là. On va passer rapidement à une présentation sur l'autorité de protection de données à caractère personnel. Cette autorité est une autorité administrative indépendante de protection des données à caractère personnel dont la création était une exigence du texte de loi numéro 1807. Elle comporte par définition 15 membres, dont 3 choisis par le président de la République, ainsi que plusieurs représentants des ministères concernés. Ces représentants doivent être désignés selon leurs compétences juridiques ou techniques dans le domaine. Cette autorité est chargée de veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel soit réalisé conformément aux dispositions de la loi 1807, de s'assurer que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ne comporte pas de menaces au regard des droits des personnes, des libertés publiques et de la vie privée. Parmi les missions attribuées à cette autorité, élaborer des normes et des règles et des référentiels dans le domaine de la protection de données à caractère personnel, présenter des suggestions susceptibles de simplifier et d'améliorer le cadre légal relatif à la protection des données à caractère personnel, délivrer les autorisations pour recevoir les déclarations relatives au traitement des données à caractère personnel, informer les personnes concernées, les responsables de traitement de leurs droits et obligations, recevoir les réclamations, les recours, les plaintes relatifs au traitement des données à caractère personnel et prononcer les sanctions définies au niveau de l'article 46 de la loi, si besoin, effectuer d'après l'article 49 de la loi des investigations, des contrôles au niveau de tout organisme public ou privé procédant à un traitement des données à caractère personnel. Maintenant, on va passer aux droits des personnes concernées. Ici, c'est un rappel général sur l'ensemble des droits dont n'importe quelle personne d'entre nous dispose. C'est la transparence, les accès, la rectification et effacement, la notification, la portabilité, l'opposition, le profilage et l'imitation de traitement. Les droits qui ont été repris au niveau de la loi 1807, c'est la transparence de l'information, l'accès, la rectification, l'effacement et opposition, qui ont été cités directement. On va commencer par le droit de l'information. Monsieur, Oui. Monsieur Lac, si vous pouvez, enfin, il y a une personne qui demande à ce que le rythme soit un peu plus lent Je m'excuse. Il n'y a D'accord. pas de souci, il n'y a pas de souci. En fait, voilà, si vous pouvez ralentir un petit peu le rythme pour que Pas de personne souci, je puisse. m'excuse. Il n'y a pas de souci. Merci, merci. Ok. Alors, le droit de l'information, selon l'article, sauf si elle a déjà eu conscience, toute personne sollicite en vue d'une collecte de ces données à caractère personnel doit être préalablement informée de manière expresse et non équivoque par le responsable du traitement et ou son représentant des éléments suivants: l'identité du responsable du traitement, le cas échéant de son représentant, les finalités du traitement, toute information supplémentaire utile, notamment le destinataire, l'obligation de répondre et ses conséquences, ainsi que ses droits et le transfert des données à l'étranger. Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement
ou son représentant doit, avant l'enregistrement des données ou leur communication à des tierces, fournir à la personne concernée les informations visées ci-dessus, sauf si la personne concernée en a déjà eu conscience. Pour exercer le droit d'information, le responsable du traitement a un ensemble d'obligations. Il doit informer la personne sur l'identité, le cas échéant, son représentant qui traite ces données, la finalité et toutes les informations jugées utiles, telles que le destinataire, les obligations de répondre à ses conséquences, ainsi que ses droits et le transfert des données à l'étranger, si applicable. On a traité le premier cas lorsque on collecte des données, non pas auprès de la personne concernée. On va les connecter sur un réseau dit ouvert, où le responsable du traitement est dans l'obligation de prévenir la personne concernée. Le second cas, c'est lorsqu'on collecte les données sur le réseau ouvert, la personne concernée doit être informée, sauf si elle le sait déjà, que les données à caractère personnel la concernant peuvent circuler sur les réseaux sans garantie de sécurité et qu'elles risquent d'être lues et utilisées par des tierces. C'est lorsqu'on va nous-mêmes partager des données, on va dire, sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, le représentant du responsable de traitement n'est pas vraiment dans l'obligation de nous faire part des traitements qu'il peut réaliser. La seconde partie, c'est que l'article 33 et que l'obligation d'information prévue à l'article 32 de la présente loi n'est pas applicable aux trois situations. Lorsque l'information de la personne concernée se révèle impossible, notamment en cas de traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, historiques ou scientifiques. Dans ce cas, le responsable de traitement est tenu d'aviser l'autorité nationale de l'impossibilité d'informer la personne concernée, de lui présenter le motif de cette impossibilité. C'est par exemple si nous-mêmes, lorsqu'on effectue une analyse sur une base de données qui va contenir plus d'1 million de lignes et qu'on n'a pas forcément le nom et prénom des personnes, on est dans l'impossibilité de contacter une par une ces personnes-là. À ce moment-là, on doit contacter la NPDP et le notifier. Ensuite, si le traitement est édicté par la loi 1807, pour certains, et si le traitement est effectué à des fins exclusivement journalistiques, artistiques ou littéraires. Le droit d'accès. Selon l'article 34, la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement la confirmation que les données personnelles la concernant sont ou ne sont pas traitées, les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les destinataires, la communication sous forme intelligible de ces données qui font l'objet de traitement, ainsi que toute autre information disponible sur l'origine de données. Le responsable du traitement peut demander à la NPDP des délais de réponse aux demandes d'accès légitimes et peut s'opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre et leur caractère répétitif. La charge de la preuve du caractère manifestement abusif de la demande incombe au responsable du traitement. C'est-à-dire, si lorsque moi, je vais envoyer 5 demandes par semaine à ma banque pour lui demander quels sont les données et traitements qu'elle réalise, ça peut relever d'un caractère abusif. À ce moment-là, le responsable du traitement peut s'opposer à répondre à mon droit d'accès. Mais il doit en justifier la NPDP. Et lorsque je suis dans un cas où je n'ai pas de réponse de la part de ma banque, suite à 3 demandes, on va dire, par semaine, sans aucune réponse, ni un mail de confirmation, à ce moment-là, je peux passer par la NPDP pour faire valoir mon droit d'accès. Le droit de rectification, c'est la personne concernée a le droit d'obtenir à titre gratuit du responsable de traitement l'actualisation, la rectification, l'effacement et le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme à la présente loi, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact de ces données et dont le traitement est interdit par la loi. Le responsable du traitement est tenu de procéder aux rectifications nécessaires sans frais pour le demandeur dans un délai de 10 jours. De sa saisine. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai précité, la personne concernée peut introduire une demande de rectification auprès de l'autorité nationale, laquelle se charge par l'un de ses membres à l'effet de mener toute investigation utile et faire procéder aux rectifications nécessaires dans les plus brefs délais. La personne concernée est tenue informée des suites réservées à sa demande.
la notification aux tierces auxquelles les données à caractère personnel ont été communiquées de toute actualisation, de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage des données à caractère personnel effectué conformément au point 1 ci-dessous. Si cela ne s'avère pas impossible, les héritiers de la personne concernée peuvent utiliser le droit prévu par la présente article. Si on prend un exemple, j'ai ouvert un compte bancaire et l'agent de la banque a fait une erreur au niveau de mon prénom qui va se répercuter sur mon carnet de chèques, sur ma carte, sur l'application que j'utilise, ce qui va entraîner un désagrément pour moi en tant que client. Je peux introduire une demande de rectification auprès de la banque. Ils devront prendre en charge cette demande-là. Le droit d'opposition, selon l'article 36 de la loi, la personne concernée a le droit de s'opposer pour des motifs légitimes. On doit bien garder en tête que les motifs doivent être légitimes à ce que ces données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Elle a le droit de s'opposer à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciales, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur. La disposition du point 1 suscité ne s'applique pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l'application de ces dispositions était écartée par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement. Si on prend exemple dans le cadre d'une société, un employé ne peut pas s'opposer directement à ce qu'on ne traite pas ses données à caractère personnel. S'il souhaite obtenir un certificat de travail, l'employeur est dans l'obligation de lui fournir par la loi 90-11 et de répondre à ça. On a maintenant deux lois. On a une loi qui porte sur la loi travail, la loi 90-11 et la loi 1807. La loi 90-11, elle, elle a plus de priorité sur la loi 1807. Elle est obligatoire. Le dernier aspect, c'est l'obligation du responsable du traitement. On a garantir la sécurité des données. Le responsable du traitement doit mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des données personnelles qu'il traite, notamment contre toute perte, destruction, altération, divulgation non autorisée ou accès non autorisé. Les mesures techniques, ça va être, par exemple, tout l'aspect sécurité, tout ce qui est firewall et tout, mettre en place des contrôles d'accès aux applicatifs pour limiter les accès aux données à caractère personnel. La désignation de ces sous-traitants. Le sous-traitant choisi doit apporter des garanties suffisantes inhérentes aux mesures de sécurité technique et d'organisation relatives au traitement à effectuer et doit veiller au respect de ces mesures. C'est-à-dire qu'un responsable de traitement, lorsqu'il va choisir son sous-traitant, le sous-traitant doit apporter des garanties quant aux mesures de sécurité qu'il met en place. Le sous-traitant est encadré par un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement, qui prévoit notamment que le sous-traitant n'agit que sous la seule instruction du responsable de traitement dans le respect des obligations prévues par la loi. C'est-à-dire maintenant que tous les contrats qui sont établis entre une entité et un sous-traitant ou un fournisseur doivent porter des clauses de protection de données à caractère personnel. Le respect du secret professionnel, le responsable du traitement et les personnes agissant sous son autorité ou pour son compte, ainsi que toute autre personne ayant accès, sont tenus au secret professionnel à l'égard de ces données, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement. Le transfert des données à caractère personnel vers un pays étranger, prérequis et modalités. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un État s'apprécie par l'autorité nationale, notamment en fonction des dispositions juridiques en vigueur dans cet État, des mesures de sécurité qui y sont applicables, des caractères propres du traitement, tels que ses fins, sa durée, ainsi que la nature et l'origine de la destination des données traitées. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsqu'on va transférer nos données vers un pays, on va dire de l'Union européenne, l'autorité nationale, la NPDP, elle va se baser sur la RGPD et la documentation qu'on va leur fournir, nous en tant que responsables de traitement, pour qu'ils puissent évaluer si leur loi est suffisamment, comment dire, démontre suffisamment de mesures de sécurité qui garantissent la protection de données à caractère personnel.
Ensuite, l'autorisation de l'autorité nationale conformément aux dispositions de la présente loi est que si cet État assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard d'un traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet, il est interdit dans tous les cas de communiquer ou de transférer des données à caractère personnel vers un pays étranger lorsque ce transfert est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et aux intérêts vitaux de l'État. C'est mandaté par une demande d'autorisation qui est introduite au niveau de l'Autorité nationale de protection de données à caractère personnel à travers le site web qui a été fourni. Les dispositions administratives et pénales, les mesures administratives à l'encontre du responsable de traitement pour la non-observation des dispositions de la présente loi commencent par le retrait provisoire ou pour une durée qui ne peut dépasser une année ou le retrait définitif du récépissé de déclaration, de l'autorisation ou d'une simple déclaration. Ça va de la simple mise en demeure, des amendes et des avertissements. Les amendes, elles peuvent arriver jusqu'à 500 000 dinars contre tout responsable de traitement qui refuse sans motif légitime les droits d'information, d'accès, de rectification, d'opposition prévus aux articles 32, 34, 35 et 36 de la présente loi, qui ne possède pas à la notification prévue aux articles 4, 14, 16 de la présente loi. L'accès à des personnes non habilitées aux données à caractère personnel est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 200 000 dinars à 500 000 dinars. Nous allons présenter au niveau des annexes plus en détail les amendes qui vont de l'article 54 à 75. Nous allons maintenant passer à la section 5 et la dernière, qui est la loi 1807, le cloud computing. On va commencer tout d'abord par une rapide définition du cloud computing. Vu la limite de temps, on ne va pas trop s'étaler sur un sujet qui est très vaste. On va présenter dans les grosses lignes. Le cloud computing est un accès pratique à la demande et un pool de partage de ressources informatiques configurables, par exemple un réseau, des serveurs, stockage, applications, services qui peut être rapidement provisionné et libéré avec un minimum d'efforts et de gestion d'interaction avec le fournisseur de services. Cette définition est la reprise du NIST. On va passer maintenant aux différents modèles de déploiement de cloud et leurs types. On a des clouds qui sont dits privés, d'autres clouds qui sont dits publics, et des clouds communautaires et des clouds hybrides. Les types de cloud, on a Software as Services, les SaaS, Application Services, on a les PaaS, les Platform as Services, Application Infrastructure Services, et l'Infrastructure as Services, les IaaS. On va passer maintenant à l'impact de la loi. On va traiter de façon vraiment générale et globale l'impact de la loi sur les différents déploiements. La loi, elle va imposer des obligations strictes sur la gestion et la protection de données à caractère personnel, ce qui affecte la manière dont les données sont stockées, traitées et transférées dans les environnements cloud. Les entreprises doivent veiller à respecter les normes de sécurité, de confidentialité des données, des mesures administratives telles que les déclarations et demandes d'autorisation pour le transfert ou le traitement des données sensibles. La localisation des données, la loi elle exige que l'identification du lieu de stockage des données à caractère personnel lors de la déclaration du traitement. Dans le cas où les données sont stockées à l'étranger, la déclaration sera transformée en demande d'autorisation de transfert vers l'étranger. Cela peut limiter les choix d'infrastructures cloud pour les entreprises, les obligeant à choisir soit des fournisseurs locaux, à utiliser des solutions de cloud hybrides. Concrètement, maintenant, lorsque les entreprises vont opter pour le cloud, elles doivent exiger de savoir la localisation exacte des data centers où seront hébergées leurs données. Ensuite, la conformité audit, les entreprises utilisant les services cloud doivent s'assurer que leurs fournisseurs respectent la loi 1807, notamment en matière de gestion des données, des droits et des utilisateurs. Les audits réguliers deviennent essentiels pour garantir cette conformité et d'éviter les sanctions. Les entreprises ne vont pas aller directement effectuer les audits. Ils vont plutôt demander les SOC reports. C'est des audits qui sont réalisés par des cabinets avec une certaine renommée et ils sont publiés généralement par les fournisseurs de cloud sur leur site web. Ils publient les rapports SOC et ils publient les certificats de conformité par rapport à l'ISO 27001, par rapport à l'ISO 27701 qui porte sur la protection des données à caractère personnel. Les annexes, ça, on va passer très rapidement sur les articles parce qu'il y a une
bonne vingtaine d'articles. Les premiers, c'est l'article 54, sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'un emprisonnement de 2 ans jusqu'à 5 ans et d'une amende de 200 000 à 500 000, la violation des dispositions de l'article 2 de la présente loi. Quiconque procède à un traitement de données à caractère personnel en violation des dispositions de l'article 7 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 300 000 dinars, est puni des mêmes peines quiconque procède à un traitement de données à caractère personnel malgré l'opposition de la personne concernée, lorsque ce traitement répond à des fins notamment de prospection commerciale ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes. Comme on peut le constater, la loi comporte des amendes aussi bien financières que des peines de prison. Et c'est les personnes responsables de traitement qui sont pénalement responsables. Puni d'un emprisonnement d'1 an à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 300 000 dinars quiconque collecte les données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. Si on va passer, on va dire, maintenant c'est très répandu, il existe des sociétés qui vendent des données à caractère personnel. Si on passe par ces sociétés-là pour collecter les données, voilà ce qu'on risque proprement avec notre loi. Est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000, ou l'une de ces deux peines seulement, tout responsable de traitement qui refuse sans motif légitime les droits d'information, d'accès, de rectification, d'opposition. C'est-à-dire qu'un responsable de traitement, c'est ses obligations de prendre en charge l'ensemble des droits des personnes concernées, droit d'information, d'accès, de rectification et d'opposition dans les meilleurs délais, dans le meilleur contexte. Est puni d'1 an d'emprisonnement et de 5 ans et d'une amende jusqu'à 500 000 à 1 million de dinars quiconque effectue un transfert de données à caractère personnel vers un État étranger en violation des dispositions de l'article 44 de la présente loi, c'est-à-dire lorsqu'on va transférer des données à l'étranger sans demander une demande d'autorisation auprès de la NPDP, sans se déclarer et sans veiller à garantir les mesures de sécurité nécessaires. L'article 70 est que la personne morale qui commet les infractions prévues par la présente loi est punie conformément au acte édicté par le Code pénal. La tentative ou l'un des délits prévus par la présente loi est puni des mêmes peines encourues en cas d'infraction consommée. C'est-à-dire là, même si on n'a pas commis l'infraction, mais on a fait des tentatives, on est quand même puni par la loi. C'est comme si on les a réalisées. Les derniers articles, c'est en cas de récidive, les peines prévues au présent chapitre sont portées en double et sous peine de section prévue à l'article 56 de la présente loi, les personnes effectuant une activité de traitement des données à caractère personnel à la date de promulgation de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de celle-ci dans un délai de 1 an à compter de la date d'installation de l'autorité nationale. Pour faire rapidement un petit timeline, on a dit que notre loi a été publiée le 10 juin 2018. L'autorité nationale a été installée, si je ne dis pas de bêtises, le 11 août 2022 et l'entrée en vigueur de cette loi n'est arrivée qu'1 an après, le 11 août 2023. Nous allons maintenant passer à la section questions-réponses. Je vous remercie pour le temps accordé. On vous remercie, Karim, pour cette présentation très détaillée. Alors, on fait, je suppose, en fait, l'ensemble des participants ont fait le contexte que c'est un sujet qui est complexe. Voilà, il y a du juridique, il y a une loi, en fait, qui répond aux normes et aux exigences de la rédaction de loi. Mais ça reste, en fait, un sujet qui va être un peu complexe à partager ou à simplifier au commun des informaticiens, à la communauté IT. Alors, pour commencer, moi, je voulais vous poser une question. Je suis un porteur de projet. J'ai une idée de start-up. J'ai forcément, dans mon projet, des données à collecter, à traiter. À ma petite échelle, parce que voilà, j'ai pas forcément les moyens d'une multinationale pour pouvoir mettre tous les process et toutes les procédures en interne pour pouvoir répondre à la loi. Quel est l'essentiel, quelles sont les principales tâches que je dois faire
pour faire en sorte d'éviter la prison, pour éviter les grosses contraventions et pour être dans le cadre de cette loi. Si on devait résumer ça, il y a 4 piliers fondamentaux de la loi. D'accord, On doit tout d'abord procéder à la déclaration des traitements. d'accord, Faire ces demandes d'autorisation de transfert à l'étranger, si on souhaite transférer nos données à l'étranger, ou des demandes d'autorisation dans le cadre de traitement sur des données sensibles de santé ou autres. On doit à minima mettre en place certains mécanismes visant à garantir l'obtention du consentement des personnes. d'accord. Le dernier pilier est mettre les mécanismes pour garantir le respect des droits des personnes. C'est les 4 piliers fondamentaux à mettre en place. D'accord. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller voilà, aux participants à partir du moment où ils se lancent dans un projet IT dans lequel ils vont collecter de la data, c'est de se Avant de, co- rapprocher. Oui. avant de collecter, ils font les déclarations auprès de la NPDP. D'accord, donc se Ça, rapprocher de la c'est NPDP pour connaître en fait les procédures. Il y a enfin il y a des documents à remplir et c'est comme ils ça que passent- la déclaration. les déclarations sont réalisées par voie électronique au niveau Électronique. de la plateforme par la création d'un compte. On crée D'accord. un compte, on commence à effectuer ces déclarations. La NPDP a d'ailleurs mis en place un ensemble de procédures explicatives des différentes étapes pour les déclarations ou bien pour les demandes d'autorisation. Il faudra les suivre. Cela bien avant le début, parce que le cas dont on parle maintenant, on n'a pas encore commencé la collecte. D'accord. Ok. Donc, avant de commencer, on va d'abord déclarer. En D'accord. parallèle, on commence à obtenir le consentement des personnes et collecter en même temps. Mhm. Et c'est des délais en fait de réponse qui sont Alors, d'après votre expérience. d'accord, pour les délais de réponse, les déclarations, on dépose les déclarations. Il y a des comités qui vont traiter les déclarations. Tout dépend de la fréquence, elle n'est pas vraiment fixe. Je ne peux pas vous dire une fréquence exacte de ces comités-là, ça relève de la NPDP, D'accord. mais généralement, c'est de 10 jours et vous D'accord. avez une réponse. Est-ce que votre déclaration elle est conforme? S'il y a des irrégularités, vous devez les corriger au niveau de votre déclaration. Pour le cas des demandes d'autorisation, je crois, si je ne dis pas de bêtises, le délai était de 2 mois de traitement renouvelable une deuxième fois. C'est-à-dire, vous déposez votre dossier complet avec la demande d'autorisation de transfert vers l'étranger. Ils prennent 2 mois pour étudier votre dossier, soit vous rendre une réponse favorable, ou bien vous demander des documents complémentaires et supplémentaires pour approfondir leur analyse avant de vous donner le statut final qui est favorable ou défavorable. D'accord. Défavorable, mais toujours avec comment dire, ça va être des réserves qu'il vous faudra lever et redéposer à nouveau. Ok. C'est noté. Merci. Je vous en prie. Avant de passer aux différentes questions, je souhaiterais aborder le cas du projet communautaire. Donc, je Oui. vais vous présenter un schéma on va dire, d'une architecture supposée, et on souhaiterait bien avoir votre avis, Très bien. Monsieur Lapsi. Donc, je vais présenter le schéma rapidement. Alors, juste 2 secondes. Alors, voilà, partager. Alors, comme vous le savez, nous sommes sur un projet communautaire qui est stagedz.com. Donc, ça sera un projet pour les offres de stage, pour les entreprises pourront mettre des offres de stage. Ça sera une base de connaissances avec les maîtres de stage, avec l'ensemble des contacts. Les étudiants pourront consulter les offres, pourront euh, faire des demandes, pourront mettre à jour leur disponibilité, par exemple, chaque semaine. Donc, nous avons pris même des stagiaires de l'USTHB qui sont avec nous aujourd'hui dans la réunion et que je salue. Euh, on s'est dit déjà que ça sera un projet open source. Ça sera gratuit, bien entendu, open source, communautaire pour faire participer l'ensemble de la communauté. Et ça sera sur cloud également. C'est-à-dire, on pourra utiliser des services de cloud public, on pourra utiliser, sachant que ça va stocker des données, les données des Eh oui. étudiants, les CV. Bon, ça ne sera pas ça l'architecture finale, mais j'aimerais bien qu'on débatte cette architecture technique, c'est-à-dire à partir du moment. Alors, si vous voyez bien, Oui, je vois votre dans- écran. très bien. Dans cette architecture, nous avons
j'ai pris l'exemple d'un cloud hybride, donc, où nous avons des serveurs physiques en Algérie, des disques de stockage en Algérie, la mise en réseau en Algérie, où nos données sont en Algérie, et que nous utilisons des services de cloud, par exemple Azure Arc. Alors pour ceux qui connaissent ou ceux qui vont connaître à travers notre prochaine formation qui sera pour le dimanche prochain, donc on va communiquer dessus, ce sera sur le cloud computing et les techniques DevOps. Donc, nous aurons des données en Algérie, mais les services qui exploitent ces données donc, seront sur Azure. Et si on dit Azure, c'est que c'est à l'étranger. Donc, ça sera peut-être en France, aux USA, ou peu importe. On peut choisir la zone où héberger ça. J'aimerais savoir quel est le process pour c'est-à-dire, ça, D'accord. c'est un transfert vers l'étranger. C'est-à-dire, là, par exemple, on a les données en Algérie. Les services qui accèdent déjà à l'état des ressources, par exemple le stockage, au réseau, et qui accèdent également aux données peut-être des étudiants ou pour traitement surtout, pour reporting, peut-être pour matching IA, c'est-à-dire pour faire du matching entre Oui. les entreprises et les demandes et les étudiants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? C'est-à-dire, si je veux exploiter un service IA qui est sur le cloud, par exemple Azure Machine Learning ou Azure AI ou peu importe, c'est-à-dire, il y a pas mal de services qui permettent de faire ça. Est-ce que déjà c'est légal? Bon, Et- on va commencer d'abord par traiter la partie où vous êtes en Algérie. Sur la partie où vous êtes en Algérie dans le stockage, il faudra faire une déclaration de traitement simple à remplir et tout. Sur la partie où vous allez utiliser des services cloud, à ce moment-là, c'est une demande d'autorisation. L'aspect que ça soit légal et conforme et que vous ne commenciez pas jusqu'à l'obtention de votre demande d'autorisation. Vous pouvez préparer toute la configuration, mais le déploiement et l'utilisation est mandaté par la demande d'autorisation. Si vous n'avez pas votre demande d'autorisation, vous ne pouvez pas lancer l'exploitation, l'utilisation du cloud. Vous pouvez commencer la préparation de vos environnements et tout. Et dès l'obtention de votre demande d'autorisation, vous lancez à ce moment-là l'exploitation. D'accord. Alors, ah, est-ce que c'est autorisé déjà de transmettre Oui, uniquement les états? c'est autorisé, mais mandaté par une demande d'autorisation. La loi, elle n'est pas là pour interdire. La loi, elle n'interdit pas le transfert de données à caractère personnel. Elle mandate le transfert des données à caractère personnel par une demande d'autorisation. On ne peut Elle pas interdit, commencer sans elle l'autorisation. l'interdisation. Voilà, elle t'interdit de transférer sans autorisation. Elle n'est pas là pour interdire tout transfert ou bien pour privilégier comment dire, euh, les solutions locales. Non, elle est là, c'est pour régulariser, contrôler. Et Monsieur Lapsi, des entreprises, des géants de la tech comme Facebook, comme Oui. LinkedIn, est-ce qu'ils ont des autorisations de la loi 1807 pour pouvoir collecter nos données ou comment ces entreprises font pour pouvoir... Non, pour le moment, on ne peut pas s'attaquer ou parler de ces entreprises-là en Algérie. La loi, ça fait maintenant pratiquement 1 an qu'elle est rentrée en vigueur, qu'elle est en application. Mais pour te donner un exemple et le plus parlant, est que l'Irlande, elle a infligé à Facebook une amende de 30 millions d'euros pour le non-respect de certaines obligations de la RGPD. D'accord. Juste pour que tu aies une idée à peu près Mhm. sur comment tu peux, comment dire, tu peux contrôler ou bien tu peux pénaliser ces grands géants de la tech, mais à condition qu'ils ont leur data center dans ton pays. D'accord, oui. Mhm. Facebook ou Google, à ma connaissance, n'a pas de data center en Algérie. Mhm. Et je pense que... Ouais, d'accord. Ok. Mais est-ce que ça empêche, supposons par exemple qu'un projet est, on va dire, 100% communautaire. Bon, c'est pas ce qu'on va faire. Nous, on va rattacher le projet à une structure algérienne. Mais supposons que quelqu'un s'amuse à créer un projet, l'héberger à l'étranger, sans entité juridique on va dire, Représente. il est attaché, voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas s'y attaquer. Mais est-ce que ça empêche les entreprises on va dire, ou les étudiants, par exemple, de déposer leurs données dessus? Est-ce que ça va les empêcher?
Pour les étudiants, les simples concitoyens algériens de déposer, c'est à eux après d'assumer les responsabilités en cas où lorsque leurs données sont volées ou il y a une perte ou une utilisation frauduleuse. Quant aux entreprises, si elles vont utiliser ces données-là, elles devront en aviser la NPDP et en informer les personnes concernées. D'accord. C'est le droit, les entreprises doivent garantir le droit de l'information, comme ça a été indiqué au niveau de l'article normalement 34. D'accord. Donc les entreprises françaises qui créent des plateformes, qui par exemple sont rattachées à des structures qui sont en France ou à l'étranger et qui traitent des données d'Algériens, ne sont pas soumises à la loi 1807 puisqu'elles n'ont pas de présence en Algérie. Ça dépend comment elles collectent et si elles passent à travers une entité algérienne, que ce soit un bureau de liaison ou autre à ce moment-là, si elles doivent. D'accord. Euh, les Pour ma entités, part, les entités étrangères qui traitent des données à caractère personnel d'Algériens doivent avoir un représentant qui doit se déclarer auprès de la NPDP. d'accord, c'était D'accord. tout pour ma part. Je laisserai les Et participants. Voilà. si on prend, si on prend exemple sur une ESN qui est installée en France et qui emploie des Algériens avec des contrats de freelance, elle devra avoir un représentant légal et juridique en Algérie qui devra se rapprocher de la NPDP et déclarer ses traitements. Mais si c'est pas le cas, l'entreprise française, au pire, elle va juste se voir interdire son activité en Algérie, mais sans plus, quoi. Enfin, En plus, il y a pratiquement 20 articles qui parlent d'amende et de peine de prison. mais en fait, quand je dis sans plus, c'est parce que, en fait, est-ce que ces lois, est-ce que enfin, ces pénalités, ces règles enfin, ces pénalités de prison s'appliquent pour une entité qui est étrangère? Est-ce qu'elles s'appliquent pour Oui, des titres? D'accord, elle ok. peut s'appliquer pour des Ça s'applique étrangers. bien. Oui, Ah, d'accord, comme ça a été mentionné, ils ne traitent pas le fait qu'elle soit étrangère ou bien non. C'est toute d'accord. personne physique ou morale Ouais, d'accord, ou ok. entité. Ok. Adem, on peut peut-être donner la parole aux participants qui souhaitent poser des questions. On a Abdul Fortas qui a peut-être une question à poser. D'accord, donc je lui donne l'autorisation Hmm. pour parler oralement. Donc vous préférez parler oralement? Qu'est-ce que vous préférez, Monsieur Absi? Ah oui, il peut parler oralement directement. Très bien, comme ça permet aux autres participants de. D'accord, je pense que vous avez le droit de le faire. Abdel Jalil. السلام عليكم. Comme ça, là. عندي une question دروك لو كان وقع data breach ولا some companies اللي ما يرمش ريسبكتو لا لوا كيما 1807 كيفاش نسيني عليهم باسكو في لو سيت تاع لا بي دي بي بوان دي زد هذيك لاباج مازال ما داروها ولو كان كونتاكتيهم باغ ايميل جامي ما كان عندي une réponse تما ولقينا data breaches même مع دي كومباني تاع لي مينيستير Oui. يبغون نسينيالوهم ما يريبوندوش parfois même التليفون ما يردوش علينا تما il faut, le process, c'est que vous vous déplacez au niveau de la NPDP. Parce que dites-vous, si c'est en libre accès, ils doivent recevoir 36 000 appels, 36 000 emails. Pour traiter tout le flux de signalement, c'est compliqué. بصح دروك انا راني في ليترونجي دروك وعندي كلكو موا وين لقيت دي كارت ديدونتيتي تاع دي زالجيريان كان بالك 7000 كارت ديدونتيتي كانت محطوطه اون لين Oui. تماك ما نقدش نروح تماك سور بلاص باغ ايميل ما يريبوندوش باغ تليفون ما يريبوندوش Je comprends votre inquiétude concernant, vu que c'est un volume assez important de données, mais la NPDP n'est pas, comment dire, le gendarme qui va enquêter et rectifier le coup. Il va enquêter beaucoup plus sur la fuite de données. Il ne va pas réaliser des blocages et tout. Il va peut-être contacter les autorités aptes à effectuer ça. ونورمالمون عندهم لو دروا دو بيناليزي Oui. هاد لي بارتي بصح Voilà. جامي ما شفنا ان ارتيكل وين لا بي دي بي حكوا على داتا بريتشز كاين كومباني كبيره في الجزائر ويقال لهم ليك كبير في ديب ويب
وين من بعد ما كانش كاين بوست مارتم اناليسيس ولا اي ريبورت. Pour le moment, la NPDP, je pense pas que son rôle est de publier toutes les pénalités qu'elle donne aux gens, ou bien les avertissements, ou bien ça peut être à l'ordre privé, Elle les peut, annoncements. elle peut rester discrète Elle peut sur ses rester, actions. elle peut rester discrète. Elle n'a pas à Ouais, sur ses publier actions. ou bien l'ensemble des actions qu'elle réalise. وعلى حسب لا لوا دروك إلا وقع داتا بريتش في لو سيت تاعي Oui. يعني اوبليجي باش نانفورمي La الافكتد NPD بارتيز. لا ميم لي كليون تاعي ولا لي زوتيليزاتور t'informer les clients, t'informer les sous-traitants ou t'informer la NPDP. Qui t'informer la NPDP, c'est pour garantir ta bonne foi et ta mise en conformité par rapport à la loi. Premier contact avec, c'est la NPDP. J'ai une fuite de données. Contacter les clients, les données, comme elles ont fuité. Contacter les sous-traitants. J'ai une fuite de données. Est-ce que ça te met comme vous êtes dans l'obligation de commencer à investiguer, de résoudre ça. صحيح. شكرا. C'est un peu plus clair comme ça, Jalil, ou bien شويه زعما كان عندي شويه ديز اكسبيرينس مش ملاح معاهم هذه زعما تو بي اونست مع البي دي بي بصح جيسبر. c'est Alors, en fait, Jalil, si je peux compléter un petit peu le propos de Karim, je pense que dans ce genre de situation, il faut se dire qu'est-ce que je peux faire pour prouver ma bonne foi. Et à partir de là, s'il y a une action que vous pouvez entamer, que vous pouvez réaliser, enfin, même si derrière il n'y a pas les actions qui suivent, mais au moins votre bonne foi est justifiée. Vous avez envoyé par exemple un mail à la NDPD. À ce moment-là, il y a clairement un mail voilà, qui justifie votre bonne foi. Voilà. Après, comme l'a Karim, après, le plus important, c'est d'informer voilà, les utilisateurs, d'informer les fournisseurs et de faire en sorte qu'après, vous soyez protégé au maximum. et de veiller à, comment dire, colmater la brèche de données que vous avez eue. Ouais. Et je peux comprendre, lorsque tu vois 7000 cartes d'identité d'Algériens qui sont en train de traîner un peu partout, ça peut être très risqué, dangereux et inquiétant. Mais pour te dire, chaque seconde ou chaque jour, il y a des fuites de données. Tu perfuiter une pièce d'identité, ok, derrière, il y a une grande menace, beaucoup d'impact, mais pas autant que ça. Notre pays, l'avantage, c'est qu'on n'est pas full connecté. Oui. Si tu prends d'autres pays, je te dis, j'ai pris la pièce d'identité qui va contenir les coordonnées biométriques, je te dis, le risque, il est vraiment énorme. Mais en Algérie, alhamdoulilah, pour le moment, on n'a pas encore entamé cette interconnexion de tous les niveaux. صح وقعوا دي ديغا راني كاتب ان بلوغ وين وقع ان ديغا اون كارت ديدونتيتي تاعنا الجيريان باسكو كانت بوبلي اون لين. وثاني كان داتا بريتشز واحد اخرين اللي كان عندهم سيريس امباكت. كاين ناس راهم يبيعوا لايف اكسس لاكازنوس الباز دو دوني تاع لاكازنوس. تما هنا لو كان مي كي نكونتاكتي تشوف بي دي بي ما يديروا والو سي ان لا بروبليم. لا كي تكونتاكتي لا ان بي دي بي هما ماهمش pour être clair, حنا on est des simples citoyens algériens. Tu as informé la NPDP. Madame, ils font les investigations, ils poussent. Mais si ils te recontactent, ils t'impliquent dans l'enquête à aucun moment. Bien sûr, ça. Même pour te tenir au courant, ils n'ont aucune obligation. À part si tu es le responsable du traitement, ou bien si tes données, tu as montré que tes données ont fuité, tes données à toi. Tu viens réclamer pour toi-même. Tes données à toi ont fuité, tu viens réclamer. À ce moment-là, ils peuvent te tenir au courant. Mais maintenant, si je relève les fuites, les misraf kamel le pays, il n'y a aucune obligation qui me tienne au courant ou bien... Tu vois à peu près. C'est comme si tu partais dénoncer à la police un vol. Ben, dans la police, ils ne vont pas t'appeler à toutes les étapes de l'enquête. À la rigueur, ils vont prendre ta déposition et ça s'arrête là. Bien sûr, بصح هذاك لايف اكسس اذا كان محلول معناتها ما كانش كاين اون رياكسيون موراها. كاين ان سيت تاع مينيستير لو كان تدخل لاباج تاع تيرمز اند كونديشنز راهي خاويه. تما راها هكا فايت عام
لو كان كونتاكتي لان بي دي بي ومن بعد ندخل موراها نلقى لاباج يخاوي معناتها ما كانش كاين انفستيغيشن كاين لا كاين des actions اللي sont réalisées par eux حنا on n'a pas forcément la visibilité عليهم. انت دوك نفهمك كاين parfois des attaquants les ils aiment surjouer. يقول لك وي انا عندي accès en live à n'importe quel moment نقدر ندخل نقدر ندير الاخر mais c'est pour surjouer, survendre. Est-ce que tu as testé toi-même? Est-ce que tu as pu vérifier? Non, je pense pas qu'il y a beaucoup d'Algériens qui se sont aventurés à tester ça et honnêtement. Et l'exemple. Monsieur Faltas, si ça vous dérange pas, je pense que voilà, on va peut-être passer à d'autres personnes qui ont des questions à poser. Mais après, voilà, on reste bien sûr à votre disposition, Ahna ou la Karim, pour pouvoir détailler ce cas en particulier, pour pouvoir ensuite vous donner voilà, enfin, notre avis et nos conseils. Je pense qu'on va laisser Yousfi la main au co-organisateur du club éthique de relayer les questions pour les prochains participants. Donc, D'accord. on a Inès avec nous, on a deux autres collègues de éthique. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Lapie, bonsoir, monsieur Ibrahim, bonsoir, monsieur Slim, toute cette présentation. Alors, on a beaucoup de questions sur le chat. Je vais commencer par la toute première. C'était par rapport, je pense, aux peines que la loi impose aux infractions de la loi 1807. Une personne, j'arrive pas vraiment à lire le nom, elle avait dit que le point était un peu vague. Est-ce que la loi ne peut punir une intention? Quand on parle d'intention, est-ce qu'on parle d'une action non fructueuse? Oui, parce que on va dire que en Algérie, il y a des firewalls qui sont appliqués. Lorsque je vais essayer de transférer mes données à l'étranger et qu'il y a des pare-feux qui me bloquent, je suis responsable. Et je suis pénalement condamnable à ça. Parce que, comment dire, je présume l'ensemble des participants sont des IT. Une fois que je lance ma requête pour transférer les données, soit elle passe, soit c'est bloqué. Vous comprenez la notion d'intention, pourquoi elle est condamnable ou non? C'est dans ce contexte-là. C'est pour dissuader les gens. Parce que soit ils le font, soit ils ne le font pas. Ok. Je ne sais pas, est-ce que ça a été assez clair ou bien non? Oui, en fait, c'est clair. Donc, en fait, si je comprends bien, L'intention est vraiment condamnable parce que entre l'acte et l'intention, dans le cas du transfert, il y a soit on est attrapé sur le fait, soit on ne l'est pas. d'accord. Donc, en fait, si on est bloqué par un firewall et qu'il y a dans ces Oui. firewalls une information qui justifie qu'on a tenté de le faire, et en fin de compte, voilà. À ce moment-là, il faudra montrer et démontrer et prouver que ce n'était pas une tentative de transfert, peut-être une erreur humaine, une mauvaise Oui. configuration. Mhm. Ça peut arriver, mais si on n'est pas dans la capacité de prouver ça, on est pénalement responsable. Et justement, qu'est-ce qui prouve que l'intention elle était malveillante? Est-ce qu'on peut juger de ça? Comment vous dire des cas concrets d'intention malveillante? Pardon pour le cas le plus parlant qui me va. Je prends exemple sur ce projet communautaire. Ils sont au courant qu'il ne faut pas utiliser des solutions cloud sans autorisation. Ils commencent à le faire. Et ils vont constater un transfert massif vers, on va dire, un certain espace de cloud qui est surveillé ou bien. À ce moment-là, comment tu vas expliquer que non, c'était pas intentionnel? Tu vas dire que j'étais pas au courant, tu vois à peu près. Ah, je vois, merci. Et pardon d'avoir choisi cet exemple-là de moi. Non, enfin, au contraire, je trouve que c'est une bonne chose d'aborder l'exemple de la plateforme. Comme ça, voilà, on parle d'un cas concret et ça nous permet, nous qui sommes impliqués dedans, Une erreur inintentionnelle, ça peut être lorsque tu vas entrer ton URL au niveau de ton API pour transférer. Au lieu de mettre, je ne sais pas, 192, tu vas mettre 183. C'est une adresse IP bloquée. Ça, c'est une erreur d'inattention. Il y aura les logs pour prouver ça.
Genre, tu vas lancer une seule requête, ce n'est pas passé. Ah, tu te rends compte que c'est pas passé, tu changes. Mais quand c'est massif, quand c'est... Lorsque tu vas lancer un script qui va réessayer plus de 1000 fois, 2000 fois, Mhm. c'est les exemples les plus parlants que je vois. D'accord. D'accord, je pense qu'on peut passer à la prochaine question Mhm. de Kinhinan Mehdi. Est-ce que le Data Protection Officer peut être un responsable sécurité informatique ou bien y aura-t-il un conflit d'intérêts? Bon, alors là, c'est tout un sujet. Est-ce que le RSSI peut être des PIO ou bien non? C'est bien ça pour résumer. Oui. Oui, D'accord. c'est exactement ça. Il n'y a aucun conflit à ça. D'ailleurs, partout dans le monde, on accorde cette double casquette au RSSI d'être des PIO. Elle n'incombe pas au DSI. Au DSI, ça peut être conflictuel. Mais avec un RSSI, non. C'est qu'on va lui rajouter une deuxième casquette et on va lui demander de faire un focus sur les données à caractère personnel. Tu as un certain avantage et que le RSSI, il connaît l'aspect risque, menace. Donc, il peut mettre un focus sur les données à caractère personnel. Mais d'un autre côté, tu vas augmenter sa charge de travail et tu vas augmenter les risques dont il devra faire face. D'ailleurs, Dans ouais, les d'ailleurs, premières, pardon. les premières années de publication des différentes normes et lois à travers le monde, les RSSI ont pris la responsabilité de DPO. Mais on a constaté ces dernières années que le poste de DPO, il est de plus en plus créé dans les entités, dans les entreprises, les grands groupes, et qu'il fait partie des équipes de RSSI. Il est là pour épauler et apporter son analyse, son expertise concernant les données à caractère personnel. D'ailleurs, par rapport à ça, Karim, en fait, c'est le DPO, en fait, c'est ce responsable de la data, enfin, qui est Data responsable, Protection Officer. qui est responsable pénalement, ou c'est l'entreprise qui l'engage? Parce que, en fait, Alors, ça devient des postes très, très sensibles dans des entreprises, être oui, DPO. oui. Alors, on a déjà en Algérie, on n'a pas la notion de DPO. On a la notion de responsable de traitement et on a le D'accord. représentant du responsable de traitement. Dans le cas où on va parler d'une entreprise qui est une entité morale, elle est représentée par son PDG, Mhm. qui va être le premier responsable de traitement. Lui-même va nommer un RRT, qui est le représentant du responsable de traitement. C'est le RRT qui va devenir la personne responsable pénalement. D'accord. Parce que c'est, comment dire, dans ses obligations de veiller au respect de la loi. Mais après, quand on dit il est pénalement responsable, c'est lorsqu'il commet une faute grave. Si je prends exemple, je suis DPO dans une banque et j'ai subi une attaque massive. J'ai mis en place, avec le RSSI et moi-même, on a mis en place l'ensemble des mesures en notre capacité. Mais les attaquants, ils étaient plus forts. Ils avaient comment dire, des machines plus performantes, des logiciels pointus. Ils ont trouvé une faille, parce que dans la sécurité, il n'y a jamais 100% de sécurité, il y a toujours une faille. Ils ont trouvé une faille, ils l'ont exploitée. L'autorité, lorsqu'elle va venir, elle va enquêter, elle va déterminer l'origine de la faille qui peut être soit une défaillance humaine, un défaut de patch ou bien, on n'est pas forcément responsable à ce moment-là. On n'est pas pénalement condamnable. À la Mhm. rigueur, on pourrait avoir une amende ou bien on pourrait avoir un avertissement ou une mise en demeure. Mhm. D'accord. C'est l'aspect volontaire des actions. C'est par exemple, si je sais que l'ensemble de mes logiciels, de mes licences antivirus sont expirées depuis 6 mois, j'ai fait aucune demande d'achat ou d'activation, j'ai laissé ouvert ma DMZ, genre en libre accès au réseau public. Genre, j'ai moi-même laissé les portes ouvertes. À ce Mhm. moment-là, oui. D'accord. Je te laisse la main. Mademoiselle Kelou, est-ce Oui, qu'il y a d'autres questions? mais oui. Alors, la prochaine, c'est est-ce que quand on parle de transfert, on parle aussi de DTIA? Est-ce que c'est communément
communément fait en Algérie. Je pense que les TIA, c'est Transfer Impact Assessment, ce qu'impose l'Union européenne à toutes les parties qui envoient des données à faire avant de partager les données. Je pense On que c'est ça. appelle, on appelle plutôt ça, c'est Data Impact Analysis. Ok. C'est lorsqu'on va, comme on l'a indiqué lors de la présente formation, c'est que lorsqu'on va envoyer on va effectuer notre demande d'autorisation auprès de la NPDP, on va soumettre tout un dossier. Pour soumettre ce dossier-là, ce qu'on a fait une analyse, une préparation, ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire, ce qui peut être accepté par la NPDP. Et eux-mêmes, ils vont refaire une analyse à leur niveau. Donc, c'est tacitement fait. Certes, la loi 1807 n'a pas été indiquée comme dans un article ou dans une section dédiée, mais ça va dans le bon sens. Lorsque je vais faire une demande d'autorisation, je fais une analyse à mon niveau. Ensuite, je vois est-ce qu'il y a un impact significatif, il n'y a pas d'impact significatif, et je vais vers le dépôt. DPD. Mais ça reste que ce n'est pas une exigence propre à notre loi qui doit être formalisée. Ce n'est pas un document qu'on doit fournir. C'est un truc qu'on effectue en interne et que la NPTP peut effectuer à son niveau aussi, sans forcément nous le communiquer. Il sera traduit peut-être par le refus. Le refus parce qu'il y a eu un risque. Le risque, il est élevé. Dans le cadre de votre transfert, vous n'avez pas montré que les mesures de sécurité sont suffisamment élevées pour garantir la protection des données à caractère personnel. Alors en fait, Karim, j'ai aussi une autre question. Ça, c'est plutôt aussi dans le cas du transfert. Euh, Supposons que avant de transférer, je décide d'anonymiser en fait les données que je vais Oui, transférer. Je prends, je sais pas, par exemple, Yousfi, Mohamed Azdin, hop, je change le nom et le prénom et j'envoie quand même toutes les informations qui lui sont rattachées, qui sont plus des données, on va dire, liées à son profil technique, à ses expériences. Donc, il n'y a rien qui puisse l'identifier de manière directe. Et je garde à mon niveau, en fait, une table de correspondance pour ensuite pouvoir refaire l'opération inverse quand le traitement est fait. Est-ce que c'est une manière de rester dans la loi et de pouvoir ensuite continuer, en fait, à utiliser des services et enfin, des fonctionnalités qui peuvent être présents dans des clouds à l'étranger, pas forcément encore bien déployés chez nous en Algérie? oui, bon, ça peut être, comment dire, une solution d'anonymiser l'ensemble de ces données-là, mais il faudra garantir que l'ensemble est anonymisé à chaque instant. C'est-à-dire maintenant, vous allez coder votre solution, vous allez mettre en place le script qui va anonymiser votre donnée, qui va la transmettre, et un script qui va faire la correspondance. Mhm. Tout ce process-là, il doit rester inchangé et vous devez le garantir qu'il n'y aura à aucun moment un transfert de la donnée à l'état brut. Peu importe si c'est volontaire ou involontaire. À ce moment-là, oui. D'accord. Vous voyez à peu près. Oui, d'accord, très bien. En tout cas, enfin, par le biais peut-être de cette solution, on a peut-être la possibilité. Enfin, l'idée, c'est pas de contourner la loi, mais c'est surtout de la respecter. C'est de Euh, rester dans la légalité. Exactement, c'est de rester dans la légalité, de pouvoir trouver une solution à une problématique À ce moment-là, qui est on va rester. souvent une problématique business. Oui, À ce moment-là, on va beaucoup plus rester sur une simple déclaration qu'une demande d'autorisation. exactement, exactement. Mademoiselle Kelou, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, effectivement, je pense que je vais passer la parole à mon collègue Jamil pour la prochaine question. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Lapsi. Bonsoir, monsieur Yusuf. Bonsoir, monsieur Ben Brahim. Donc, on Bonsoir. enchaîne avec la prochaine question posée par monsieur Green Mohamed. Est-ce que nous sommes obligés d'héberger les données de nos utilisateurs dans un hébergement en Algérie? Et si oui, pourquoi la plupart des entreprises ou startups en Algérie utilisent des technologies cloud étrangères, que ce soit Google Cloud, AWS? Et est-ce que cette loi n'est pas encore appliquée? Alors, comme on a pu l'indiquer lors de la formation, la loi elle est rentrée en vigueur à partir du 11 août 2023.
Euh, la loi, elle ne dit pas que vous êtes obligé d'utiliser uniquement les hébergements locaux en Algérie, mais plutôt que vous devez introduire une demande d'autorisation avant d'utiliser les hébergements à l'étranger. Ensuite, pour les entreprises qui ont déjà lancé leur, on va dire leur transfert vers le cloud avant l'entrée en vigueur de la loi et tout, ils doivent commencer à mettre en place des mécanismes de mise en conformité, introduire une demande d'autorisation de transfert vers l'étranger, stopper l'utilisation des services cloud jusqu'à l'obtention de leur demande d'autorisation. Mais sinon, certaines entreprises ne sont pas au courant totalement de l'entrée en vigueur et de l'ensemble des, comment dire, des obligations qu'ils ont. On peut rencontrer de nombreuses entreprises qui peuvent vous dire, ah non, on n'est pas au courant de cette loi-là. On ne savait pas par rapport au transfert vers l'étranger. Alors que plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien menées par la NPDP. Et à votre connaissance, il y a des sanctions qui ont commencé à tomber ou c'est... Pour être honnête, on n'a pas trop de visibilité sur ça. D'accord. La NPDP, ils sont pas là, comment dire, à faire la publicité des amendes et des sanctions qu'ils ont données aux gens. Ils sont en train de faire leur travail et tout. Il y a Hmm. des communiqués de presse qui sont réalisés de temps en temps pour tenir au courant des avancées ou des faits marquants, mais sinon, il n'y a pas communication proprement dit. Et celui qui est puni, en général, il va pas se manifester pour dire, voilà, j'ai été puni. Voilà. D'accord. Une autre question peut-être Oui, bien sûr. Alors, on a une question posée par Madame Khenfoussi Yamina. Qu'en est-il du transfert de données en Algérie sans l'autorisation des personnes concernées? On ne transfère pas, on ne fait même pas leur collecte avant de les transférer. Lorsqu'on va commencer à collecter leurs données, qui est considéré comme un traitement, on doit obtenir leur consentement. Et si on n'obtient pas leur consentement et on n'a pas commencé à mettre en place un moyen de récupérer ce consentement, on doit arrêter notre traitement. On ne doit même pas penser au transfert. Le transfert, il est mandaté par le consentement au début. et le consentement, en fait, il se manifeste comment? Enfin, c'est juste la petite case à cocher. Est-ce que vous Alors, avez, est-ce que vous avez... pour que ça soit un consentement dans les bonnes formes, vous devez énumérer les finalités, les traitements, à peu près les durées de rétention des données, et la personne doit vous fournir son consentement de façon tangible. C'est-à-dire, oui, j'accepte. J'ai lu, j'ai approuvé, j'accepte. Plusieurs plateformes algériennes ont commencé à introduire cette notion de consentement, sans citer des noms bien précis, mais certaines plateformes J'allais, d'emploi, j'allais vous d'emploi. demander de nous donner des exemples. On va pas donner des exemples proprement dit, mais il y a des entreprises, lorsque le 11 août 2023 est arrivé, au lendemain, lorsque je me suis connecté sur mon compte au niveau de leur site web, il y avait une fenêtre de pop-up qui me demandait mon consentement. Et si je ne fournissais pas mon consentement, ils pouvaient supprimer mon compte. D'ailleurs, j'ai oublié de fournir le consentement, j'ai perdu mon compte. Je dois réouvrir. Pour vous donner un simple exemple. C'est qu'il y a certaines entreprises qui ont pris le sujet très au sérieux, tandis que d'autres, soit par mégarde, n'ont pas été informés, soit ils sont en cours de faire leur projet de mise en conformité. Et que l'aspect de communication n'a pas été le premier dans leur démarche, soit en le signalant sur leur site web ou bien autre. Est-ce que ça répond à votre question à peu près? Une autre question. Très bien, merci monsieur. Alors, on a une question de Madame Selma Regig. Par rapport à cette loi, y a-t-il des procédures spécifiques pour l'IA? Alors, pour l'intelligence artificielle, il n'y a pas de procédure proprement dit.
Déjà, l'IA, l'ont standardisé, si je dis pas de bêtises, l'année passée avec une norme. Ils ont commencé à standardiser les traitements réalisés par l'intelligence artificielle, parler des sujets d'éthique par rapport à son utilisation. Maintenant, le fait qu'ils exploitent des données à caractère personnel lors de leur apprentissage, ça a sûrement dû être relevé. Je n'ai pas consulté vraiment la norme pour être honnête avec vous, mais sûrement ils ont fait un passage par rapport à cette section-là. Mais concrètement, si on devait statuer par rapport à ça, l'idéal est d'utiliser des données random de test lors de notre apprentissage, ce qui peut fausser notre apprentissage, on doit le reconnaître, mais qui peut garantir le respect de la vie privée. Et si on va à utiliser des données réelles lorsqu'on fait notre apprentissage, si on le fait en Algérie, on doit déclarer, on doit obtenir le consentement des personnes. Il est parfois impossible de le faire, comme je t'ai cité, lorsque tu as 1 million de lignes appartenant à 20 000 personnes, déjà là, ça commence à devenir problématique. J'espère pas avoir répondu à votre question. Peut-être ce qu'on pourrait faire, comme l'a indiqué M. Yousfi, c'est qu'on pourrait anonymiser les données. Ça peut être intéressant. Parfait. Une autre question peut-être? Oui, c'est une question de la part de Nassim Chouria. Quel est le cadre légal du traitement des données personnelles dans des missions Open Source Intelligence, OSINT? Dans le cadre des missions, d'accord. Déjà, généralement, ces missions-là, ils sont encadrés par un contrat. Le contrat, il y aura des clauses par rapport à la protection des données à caractère personnel. Ça, normalement, ça te donne une idée. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire des missions d'OSINT sans un contrat avec ton client. Si tu le fais à titre caritatif ou bien si tu le fais en mode freelance sans contrat, sur des données d'Algériens, c'est compliqué. Pour ne pas dire que c'est illégal. En tant que pentester, il te faudra une couverture légale. Cette couverture, elle sera assurée avec ton contrat qui va comporter des clauses où tu vas t'engager à respecter les obligations de la loi. J'espère avoir répondu à ta question, Nassim. Une autre question de la part de Anaïs Ziden. Comment cette loi influence la conception du système informatique au niveau concepteur, mis à part les cookies et la fiche oui, j'accepte. Sur la conception proprement, il n'y aura pas un grand impact plus que ça. C'est beaucoup plus lorsqu'on on sera dans la phase de développement et lorsqu'on aura, comme notre cas de développement de projets informatiques communautaires, où ça sera open source, l'idéal est de mettre en place un environnement de test où les gens vont développer à ce niveau-là avec des données à caractère personnel random qui ne sont pas liées à une personne physique existante, avec des CV random apportés un peu partout de Google, qui sont générés soit par des IA ou autres. Et lorsque les fonctionnalités elles sont développées, elles sont matures, elles ne représentent plus de bugs ou de failles, à ce moment-là, elles seront passées dans l'environnement de production et utilisées en libre accès. Et l'environnement de production, il devra être administré par un administrateur bien défini. Mais lorsque tu vas concevoir ton système ou bien autre, à la limite, tu inclus des fenêtres de pop-ups pour récolter les consentements. Sur les conditions générales d'utilisation, tu vas inclure une partie par rapport à des notices d'information, par rapport à la protection de données à caractère personnel. Tu vas peut-être mettre en place une fonctionnalité où ton utilisateur il peut invoquer l'un de ses droits, c'est-à-dire une petite messagerie où il sera en contact direct avec ton RRT. Une fois qu'il réclame son droit, il peut mettre une description, mettre des pièces jointes, et ça sera transmis directement à ton RRT.
C'est les quelques-unes fonctionnalités qui me viennent en tête. Mais sinon, il n'y aura pas un changement majeur qui va impacter ta conception. C'est peut-être des fonctionnalités en plus, une séparation des environnements, ne pas utiliser des jeux de test réels de tes données, faire la déclaration de l'ensemble des traitements. La phase de réalisation de tests applicatifs peut être considérée comme un traitement et il est mandaté par une déclaration, surtout si tu utilises des données réelles. J'espère avoir répondu à ta question. Parfait. Une autre question peut-être? On va donner la parole à M. Chouaïd Yahaoui, qui a levé la main pour poser une question. Chouaïd, normalement, tu peux prendre la parole. Salam alaikum. Ouais, comme ça. Salam alaykoum Tout salam. d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai deux questions. La première question, dans le cas d'un support technique qui est à D'accord. l'étranger. Alors, quand il va, comment dire ça, quand il va consulter les données, est-ce que ça, pour ça, une autorisation ou là, c'est juste une déclaration? Là, c'est beaucoup Pour la plus une demande d'autorisation. S'il est amené à deuxième- consulter, oui, s'il est amené à consulter et à intervenir sur ça. On va dire qu'on a une plateforme et de ticketing où on va ouvrir un ticket. Au minima, il y aura ton nom et ton prénom. Surtout si la plateforme elle est hébergée chez ton prestataire. Alors après, ça dépend qui est en fait le destinataire de ce support parce que souvent en fait, si on intervient en support pour des personnes qui sont, pour des clients qui sont à l'étranger, à ce moment-là, il n'y a aucune donnée collectée des individus algériens. Enfin, qu'est-ce que tu en penses, Karim, sur cette situation? D'accord. Moi, j'ai vu beaucoup plus dans l'axe où c'est une entreprise algérienne qui a un contrat de support à l'étranger. C'est lorsque tu as un support en Algérie pour une entreprise basée à l'étranger. À ce moment-là, Non, tu vas juste procéder à une déclaration. non, c'est dans le Mais cas en fait, d'une est-ce que société basée en Algérie. C'est une société basée en Algérie et elle a un support qui est à l'étranger. Oui. D'accord. Donc, c'est moi qui ai mal compris, pardon. Je D'accord. vous ai induit en erreur. D'accord. C'est dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, non. C'est une demande d'autorisation. Parce que tu vas faire appel à une personne qui est à l'étranger pour consulter tes données. Il y aura à un moment donné un transfert. Peu importe le moyen. Soit il va consulter à travers le site, soit tu vas lui envoyer directement ou tu vas lui ouvrir un accès. Donc, il vaut mieux Ok, procéder à la demande d'autorisation. ok, merci. Et pour la deuxième question, c'est pour les sociétés qui font la vente à travers les réseaux sociaux, Oui, par exemple Facebook. Est-ce qu'ils doivent oui. faire une autorisation ou juste une déclaration? Une simple déclaration. Parce que les réseaux sociaux, c'est le sujet, comment dire, il est assez complexe. Parce que la personne, proprement dit, elle va pas transférer à l'étranger directement, même toi, lorsque tu vas collecter. Tu fais une déclaration et tu notifies la NPDP que tu récoltes les informations à caractère personnel à travers les réseaux sociaux Facebook directement par la personne. Ok, je veux remercier. Merci beaucoup. Et aussi, il faut savoir que la loi, elle s'applique, ça va du simple épicier du quartier jusqu'aux plus grandes multinationales. Si l'épicier du quartier il a 2 employés, il doit se déclarer auprès de la NPDP, qui traite leurs données. Que vous ayez une idée. Ok, merci. Et il faut une existence juridique, soit via un agrément, un registre de commerce ou autre. Carte d'entrepreneur, entre autres. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une autre question peut-être, l'équipe éthique. Alors oui, on a une question de Madame Norlhouda. Pour une agence qui a son siège à Alger et des directions régionales situées sur le territoire national, est-ce qu'il faut créer un seul compte sur la plateforme de l'ANPDP ou bien chaque direction régionale doit créer son propre compte?
Alors, les directions régionales, elles dépendent d'une société mère. Donc, c'est à la société mère de créer le compte. Les directions régionales, elles font partie de la société mère. Si je prends, par exemple, le cas le plus parlant de la RDCI, on va dire ils ont un bureau sur Alger. Ils ont 3 filiales, une à Oran et une à Mascara. Ils ont deux possibilités. Soit le bureau d'Alger procède aux déclarations via son compte et englobe les traitements des deux autres filiales. Si le second choix, c'est que chaque filiale se déclare comme étant une entité séparée via le registre de commerce, donc créer leur propre compte. Mais lorsqu'on parle de département simple ou de direction, si la RDCI, la direction de développement, elle est sur Alger et la direction, on va dire, qui est en charge de la partie cybersécurité et à Hassim Saoud, non, c'est la société mère qui va les déclarer. C'est pas chaque direction qui va créer son compte. Sinon, comme ça, on va pas s'en sortir en Algérie. Pardon, Très bien, je merci ne sais pas beaucoup. si ça a été assez clair. C'est clair, Je pense c'était que c'est clair. OK. Mhm. Autre Euh, question. On a une autre question de Monsieur Zendine Hamado. Bonsoir, est-il préférable d'auditer le système d'information de l'entreprise et aussi l'infrastructure informatique avant de mettre en place la loi 1807? Bon, euh, comment dire, c'est un choix de démarche et de méthodologie. Il est toujours préférable d'auditer pour avoir une visibilité sur l'existant qu'il y a au niveau de notre système d'information, les failles, les vulnérabilités, la catégorie, le volume de données à caractère personnel qui est traité. Mais on peut tout à fait commencer par une mise en conformité directe parce qu'on a un minimum une connaissance de notre environnement. Donc ce n'est pas obligatoire, c'est un choix plutôt de méthodologie et d'approche. J'espère que c'est assez clair. Très bien, merci monsieur. Alors, on a une autre question. Dans le cas où la société offre un service au client, comme Seal ou Sonelgaz, est-ce qu'elle doit avoir le consentement des personnes concernées? Oui, si elle traite des données à caractère personnel, lorsqu'elle offre ce service-là au client, elle est dans l'obligation d'obtenir le consentement de ces personnes-là. Soit, par exemple, le consentement lorsqu'on va créer, pas créer, pardon, lorsqu'on va faire une demande de compte électrique ou bien un compte d'eau. On fait notre demande de compteur. À ce moment-là, on va signer un contrat et ce contrat-là, on va accorder notre consentement à travers. Donc, J'ai- profiter d'une signature d'un contrat pour faire en sorte d'inclure le consentement Oui, ça peut être un moyen. Ça peut être un moyen. On peut faire une campagne de emailing pour obtenir le consentement, de SMSing. D'accord. C'est la méthode et les moyens, peu importe. Vous êtes libre de les obtenir. C'est juste que le consentement, il devra être éclairé et complet. D'accord, ok. Il n'y a plus de questions dans le chat, donc je ne sais pas si. Alors, peut-être. Mhm. Et de manière générale, Karim, quelles sont les astuces ou les conseils que tu peux nous donner de par ton expérience pour alors en fait l'idée c'est pas de contourner la loi mais de pouvoir la respecter comme voilà on a parlé de l'anonymisation d'informations personnelles. Est-ce qu'il y a d'autres actions qu'un porteur de projet pourrait inclure dès le départ dans sa réflexion pour faire en sorte voilà, de respecter cette loi et de pouvoir avancer dans son projet sans qu'il y ait trop de contraintes juridiques, administratives à inclure parce que voilà, je ne sais pas comment tu le vois, mais en fait, nous, enfin, en général, je vois que c'est une couche administrative qui se rajoute, c'est une couche juridique qui se rajoute,
Et c'est une énergie que n'importe quel chef, enfin, porteur de projet ou n'importe quel chef d'entreprise, enfin, c'est une énergie qui va être consacrée à ça et pas forcément au cœur de métier. Donc, comment on peut simplifier un petit peu tout ça pour faire en sorte que ça puisse être plus fluide? Euh, pour être honnête, il faut ne pas avoir cette vision-là que c'est beaucoup plus une charge administrative ou bien autre. Il faut le prendre comme une prise de connaissance de son projet, son entreprise. Lorsqu'on a accompagné nos clients, à un moment, ils étaient là, ils étaient étonnés. Ah, finalement, on récolte cette donnée-là. Ah, on fait ce traitement-là. Ça permet vraiment à n'importe quel porteur de projet de savoir la volumétrie, la catégorie des données qu'il va traiter. Il va pouvoir se dire, finalement, ces données-là, moi, j'en ai pas besoin. Pourquoi je les collecte? Pourquoi je les garde? D'accord. Oui, on a la première approche que je dirais, c'est d'effectuer son recensement. Identifier s'il a des transferts à l'étranger, s'il va traiter des données à des données sensibles. Est-ce que ça va nécessiter des demandes d'autorisation? Ça va pas nécessiter. Est-ce que c'est plus intéressant pour moi, on va dire, de passer par un provider cloud algérien et j'attends pas de mois, ou bien je vais sur un provider de cloud étranger et je prépare le tout. Le dossier de préparation, il va me prendre au maximum une semaine, 10 jours et je fais mon dépôt. Après, ça va être une réflexion à faire et des choix stratégiques. D'accord. Mais il faut le prendre plutôt comme un exercice de prise de connaissance, pas comme une couche en plus à faire. D'accord. Alors, je partage complètement ton constat, Karim, surtout quand c'est des entreprises qui sont bien établies, avec un business, voilà, un modèle économique enfin, qui génère de l'argent. À ce moment-là, effectivement, ça peut être l'occasion de pouvoir, voilà, recenser un petit peu les données qui sont collectées, voir ce qui est transféré, et forcément, ça peut être, enfin, ça peut amener à mieux connaître voilà, ses process et ses données collectées. Alors, moi, la question, elle est plus portée sur un porteur de projet, un jeune qui vient de sortir de l'université. Il a peut-être pas forcément aussi les moyens financiers pour pouvoir consacrer, voilà, enfin, allouer de l'argent à un conseil juridique avéré. Et en même temps, parfois, voilà, en regardant un petit peu les peines qui sont encourues, on se dit, je préfère peut-être aller faire mon petit parcours salarial que de me lancer dans un projet avec tous les risques Non, non. qui m'incombent. Je comprends, mais on doit expliquer et rassurer les gens sur une chose. La NPDP n'est pas là pour condamner les gens directement. L'une de ses missions principales est l'accompagnement. C'est-à-dire que D'accord. moi, si je suis entrepreneur, je n'ai pas trop d'idées comment ça se passe. Je commence déjà par consulter leur site, lire attentivement l'ensemble des procédures qu'ils ont mis en place, comprendre, essayer de créer mon compte. Déjà, tenter une première déclaration, se déplacer chez eux, comprendre à peu près le process. Après, ça va passer, comment dire, ça sera très fluide. Ça ne va pas bloquer. Si je prends exemple sur une autre autorité qui est la RPCE, Oui. qui exige une demande d'autorisation pour l'utilisation d'équipements dits sensibles. Oui. Les gens se sont, comment dire, ils ont compris le process, ils ont emboîté le pas, et c'est devenu maintenant quelque chose de familier, d'assez simple. C'est Les gens, commun. ils sont de commun, ils sont en train de déposer leur demande, d'attendre le résultat et ils poursuivent leur projet. Les premiers temps, oui, c'est nouveau, ça peut sembler risqué, ça peut sembler bloquant, mais une fois qu'on commence à s'intéresser, à rechercher, se documenter, se former, ça devient très simple. D'accord. C'est lorsque il faudra inclure cet axe dans notre prise de connaissance ou notre recherche d'informations au début du projet. Si maintenant, moi, demain, je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat, ah, je dois me poser des questions. Euh, quelles sont les réglementations en vigueur en Algérie? Parmi eux, j'aurai la loi 1807 qui va ressortir, parmi tant d'autres. Ouais. D'où l'importance d'organiser des sessions comme celle d'aujourd'hui pour pouvoir essayer d'informer un maximum les porteurs de projets et de leur permettre, voilà, de mettre Mais il un faut pas pied dans les. mais il faut pas la considérer comme un frein ou un blocage ou
ou quelque chose qui va retarder notre projet plus que ça. D'accord. Bien au contraire, ça va nous permettre de mieux connaître le projet, d'être vraiment conforme à l'ensemble de la réglementation et de la législation algérienne. C'est, comment dire, comme dans n'importe quel domaine. C'est comme si maintenant, je voulais sortir un médicament et je te disais, ah, finalement, il faut faire des tests, il faut avoir l'aval de l'Institut Pasteur ou de, je ne sais pas exactement, hein. J'ai cité juste le secteur pharmaceutique. Il faut avoir un rapport de qualité d'une autorité bien définie. Ah, je te dis, ah non, ça va me bloquer ça. Non, Mhm. c'est la démarche, c'est le process normal. D'accord. Je le vois pas comme un point bloquant, mais comme un point d'intention et que je dois avoir une approche proactive. D'accord. Très bien. Je pense que merci pour cette réponse. Avant peut-être de clôturer, on va prendre une toute dernière question. Alors, c'est la question de Madame Hani qui pose la question suivante. Pouvez-vous nous parler sur les cas où le consentement n'est pas nécessaire? Est-ce qu'il y a des cas où le consentement n'est pas nécessaire? Alors, pour revenir rapidement par rapport à ça, si je ne peux pas vraiment dire de bêtises, mais c'est lorsque les données sont collectées pour des fins journalistiques, artistiques ou littéraires. À ce moment-là, on n'est pas vraiment dans l'obligation de récolter le consentement. Parce que sinon, tous les journalistes, ils devront récupérer le consentement de chaque personne ou bien de chaque entité. Parfait. Très bien. Donc, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je commence, Karim, par vous remercier pour ces explications claires. Bon, voilà, on voit bien que c'est un sujet qui doit être abordé, qui doit être pris voilà, à bras-le-corps par soit les porteurs de projets, soit des personnes qui sont déjà entrepreneurs et qui, à un moment donné, voilà, doivent se conformer à cette loi. Je remercie aussi l'équipe éthique d'avoir animé cette session avec nous. Ils ont été, comme d'habitude, très efficaces. Je remercie aussi Adam d'avoir voilà, organisé et préparé cette session avec Karim pour pouvoir permettre au grand nombre de pouvoir s'informer, de pouvoir interagir. Voilà, je clôture donc cette session et je vous dis à bientôt pour nos prochaines sessions. Adam, tu voudrais peut-être dire un mot Oui. sur les prochaines sessions à organiser? Donc, merci beaucoup, Karim. Merci, Yousfi. Merci au club EThique avec ses différents intervenants. Donc, alors cette session s'inscrit. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Oui, Yousfi? oui, 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 Très bien. je vois. Donc, cette session était la deuxième par rapport à nos séries d'initiatives qui ont été réalisées. Donc, la première, c'était le développement web avec les technologies évolutives Django, Django REST Framework et Python qui a été faite il y a une semaine. Donc, vous trouverez la vidéo sur YouTube et notre compte LinkedIn. Donc, c'est des sessions de masterclass qui se font en 2 heures. Donc, pour cette session, c'était un peu moins technique, mais nécessaire puisque ça aborde les aspects juridiques par rapport aux données personnelles qui concernent tous les projets. Donc, Karim Labsi, donc euh, consultant senior chez Mazar, Forvis Mazar Algérie, donc qui est une multinationale qui est basée, qui a une filiale ici en Algérie, donc qui a abordé ce sujet avec l'ensemble de ces aspects, donc que je remercie beaucoup. Et pour la prochaine, ça sera pour la semaine prochaine, donc Cloud Computing et DevOps. Donc, ça sera RDSI qui va animer une session pendant 2 heures où vous êtes tous invités. Donc, bien entendu, nous publierons un formulaire comme pour les précédentes sessions et nous serons ravis de vous accueillir durant ces sessions masterclass où nous mettrons un maximum d'informations pratiques par rapport à nos expériences, par rapport à tout ce qu'on a vu dans les projets pour vous garantir euh, d'avoir les meilleures informations dans le domaine. Et voilà, je vous remercie. J'aimerais juste ajouter un mot pour la fin. Je remercie tout d'abord la RDCI, le club éthique pour l'organisation de cet événement et spécialement la RDCI d'avoir inclus cet axe-là dans leur projet. Ça montre qu'il y a une certaine veille juridique qui est réalisée, que cet axe il est assez important pour vous et ça fait vraiment plaisir que ce soit pour l'ensemble de la communauté algérienne.
Mais tous les plaisirs est pour nous et on te remercie en retour, Karim, d'avoir accepté voilà notre invitation et d'avoir animé cette session. Et bien sûr, on remercie tous les participants. Ils ont été nombreux aujourd'hui à assister et à poser leurs questions et à nous suivre aussi dans cette aventure de partage voilà qu'on organise avec Adam et avec les autres personnes. Et j'espère que voilà ça a pu apporter un éclairage, des informations à tous ceux qui ont participé. Exactement. Alors pour l'enregistrement de la session, vous trouverez tout l'enregistrement sur LinkedIn puisque ça a été diffusé en même temps sur LinkedIn dans notre page RDSI. Et en même temps, donc pour le support de présentation, nous essaierons de vous transmettre ça par email et également les attestations de participation. Alors ceux qui ont participé pour l'heure prévue, donc la première heure, donc auront tous l'attestation de participation sans aucun souci. Donc puisque la deuxième partie de la session était plus des échanges libres qui ont été très enrichissants avec l'ensemble des participants. Et puis voilà. Bien, donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis donc avec Adam à dimanche prochain. Voilà. Inch'Allah, pour Au celui revoir. qui souhaite participer. Au revoir et merci beaucoup pour cela. Merci, au Au revoir. revoir à tous. Merci. Merci. Merci à vous pour Merci à l'organisation de cette session. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.